Emmanuel Macron va-t-il faire une Poutine et a-t-il trouvé en Jean Castex son Dmitri Medvedev? Souvenez-vous, à l'époque, Vladimir Poutine ne pouvait pas se représenter à la présidence de la Fédération de Russie. Il était limité par la Constitution qui ne permettait pas de faire plus de 2 mandats successifs. Ça ne vous rappelle rien? Mais pour Poutine, la magouille était toute trouvée. Il a envoyé son Premier ministre de l'époque, Dmitri Medvedev, donc, à la présidence pour que celui-ci le nomme Premier ministre, et il a ainsi pu retrouver son fauteuil de président par la suite. Vous voyez où je veux en venir? La question de savoir si Emmanuel Macron se présentera ou non en 2026 est sur toutes les lèvres depuis 2 ans. Il avait même confié, dans un entretien à la Tribune et à la Provence, sa considération sur la limite des mandats dans le temps qu'il qualifiait, je cite, de conneries. Le souci, c'est que parmi les futurs candidats du bloc central à la présidentielle, Gabriel Attal et Édouard Philippe ont pris leur distance de façon plus ou moins explicite. Ainsi, le nom de Jean Castex, ex-Premier ministre, refaisait surface il y a 1 an. C'était l'objet de l'enquête écrite par mon confrère Mark Endeveld et disponible sur sa plateforme Substack. Et ça tombe bien pour Emmanuel Macron, car selon Le Figaro, bien que cela reste secret, l'ami Castex aurait des idées de présidentielle et pas seulement quand il se rase, si vous avez la ref. Macron va-t-il tenter donc de faire une Poutine ou attendre sagement son moment pour 2032? On va parler de tout ça avec Mark Endeveld lui-même pour l'entretien d'actu, c'est maintenant. Salut Marc, merci d'être venu sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer cet entretien, je me dois quand même de vous rappeler que le média, ses émissions et ses 30 travailleurs jouent leur survie en ce moment même. Pour s'en sortir, on doit obtenir 10 000 donateurs mensuels d'ici le 31 juillet. Ces dons sont défiscalisables, alors filez sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Et maintenant, on peut vraiment commencer l'entretien. Pardon pour ce petit laïus, Marc. Alors, apparemment, comme je viens de le dire en intro, Jean Castex a des idées de 2027 et ces idées arrangeraient bien Monsieur Macron. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'avais expliqué depuis très longtemps, parce que j'avais fait un premier papier en 2022, à l'automne 2022. À l'époque, je travaillais pour La Tribune, journal économique. Et donc, j'avais expliqué que Emmanuel Macron avait un objectif de revenir en 2032 en politique et potentiellement de candidater à la présidentielle de 2032. J'avais intitulé ça « L'objectif 2032 d'Emmanuel Macron ». À l'époque, les confrères m'avaient regardé un peu avec curiosité, parfois avec un air assez dubitatif, mais c'était pas un plan sur la comète ou un fantasme que j'avais. Peut-être que j'avais envie que mon sujet d'étude continue sa vie. Non, ce n'était pas ça. C'était plusieurs sources en interne de l'Élysée, notamment une particulière. C'était pas ce que j'appellerais de l'ambiançage au journalisme politique habituel. C'est des sources plus proches sur le terrain régalien, des hauts fonctionnaires au sein de l'État, qui m'évoquaient cette hypothèse-là. Donc on n'était pas sur de l'ambiançage et de la petite phrase en off de l'entourage politique. Je le précise parce que parfois les gens me disent « Ah, mais il est influencé par du off ». Non, non, c'est pas ça. C'était une information qui venait du cœur de l'État, comme quoi Emmanuel Macron, contrairement à ce qui était déjà dit à l'époque, ne pensait pas abandonner la politique après son deuxième quinquennat. Il faut dire que je ne sais plus quel âge il aura en 2032, mais je crois qu'il aura 55 ans. Il sera encore relativement jeune. Il sera encore relativement jeune. Et donc, à l'époque, j'avais publié ça. Et j'avais déjà mis dans le papier, pas le nom de Jean Castex, parce qu'on n'en était pas là encore, mais j'avais ironisé, comme tu l'as fait au début de ton intervention, parce que j'avais parlé d'une Poutine-Medvedev potentielle. Alors, ce qui est amusant, c'est que cette terminologie un peu ironique, voire plus qu'ironique, critique, mais cette Poutine-Medvedev, c'est carrément maintenant au sein même de la Macronie et des derniers du dernier carteron de soutien du président de la République, où ils reprennent cette thématique-là, en parlant d'un éventuel scénario d'une candidature de Jean Castex.
Et ce scénario Castex 2032, enfin en tout cas Castex pour 2027, pour potentiellement permettre ensuite à Macron de revenir en 2032, je l'ai réévoqué donc, sur ma newsletter, The Big Picture, l'année dernière, il y a un an, au printemps dernier, printemps 2025, dans laquelle je réassurais cette idée de l'objectif 2032. Je ne parlais pas d'objectif, je parlais de rêve, parce qu'effectivement, ça apparaît un petit peu un rêve impossible pour Emmanuel Macron, vu sa cote de popularité. D'ailleurs, Macron, à l'époque, on y reviendra à Attal, mais Attal, Premier ministre, c'était déjà une première tentative un petit peu de... À l'époque, il avait essayé de le faire monter pour peut-être en faire son candidat en 2027. Non, justement. Alors ça, il faut que je raconte toute l'histoire, mais elle est importante parce que il faut que je raconte toute l'histoire. Mais je vais la raconter en quelques mots. Mais déjà, donc il y a un an, je revenais sur le sujet. Ouais. Macron, en fait, n'abandonnera pas la politique après la fin de son deuxième quinquennat. Ça, c'est une information importante. Et je disais qu'il avait bien évidemment des envies de revenir au pouvoir pour 2032. Je qualifiais ça de rêve, tellement... voilà, mais c'était pour que les gens comprennent. Et je débutais le papier en disant... Il y a quelque chose que les gens ont mal compris chez Macron, c'est qu'ils ont cru que c'était soit uniquement, entre guillemets, un banquier d'affaires, donc... comme Nicolas Sarkozy pouvait avoir une appétence pour le bling-bling, l'argent facile, la réussite financière, la proximité aux puissants du monde économique. Ouais, on pouvait penser qu'il allait retourner à son pantouflage d'avant, retourner dans le privé, faire de l'argent, etc. Ça, ou sinon, il y avait également la petite musique, il veut devenir le président de l'Europe, et en gros, ça, c'est tous les offres qu'on entendait. Il y a quelque chose que les gens ont eu du mal à cerner, c'est que Macron... il n'a pas non plus un appétit de reconnaissance et d'amour auprès de la population, parce que sinon il est masochiste, mais il est d'abord mué par une ambition démesurée et de pouvoir. Et donc le pouvoir, en gros, c'est une drogue dure, généralement pour les responsables politiques, et encore plus chez Emmanuel Macron. Ouais, d'ailleurs, tu commences le papier comme ça, tu l'avais dans la mare, tu rappelles que Macron et le pouvoir, c'est une longue histoire d'amour. C'est une longue histoire d'amour, et ça explique beaucoup de ses décisions, y compris au sein même, entre guillemets, de son camp, c'est-à-dire au sein même de la Macronie. C'est-à-dire que ce que j'ai également employé comme terminologie, c'est la stratégie du chaos en politique qu'il a l'habitude de mener. Cette stratégie du chaos, il l'a souvent retournée contre ses propres troupes. C'est pour ça, quand tu parlais de Gabriel Attal, en fait, il faut savoir que même avant la dissolution de 2024, qui s'est mal terminée pour eux, Attal et Macron, en coulisses, c'était la guerre. Ouais. Même avant la nomination d'Attal à Matignon. En fait, Macron décide de nommer Gabriel Attal en janvier 2024 pour l'envoyer dans l'enfer de Matignon, pour le griller, parce que c'est la dernière carte institutionnelle qu'un président peut avoir pour neutraliser un adversaire politique, c'est-à-dire le mettre dans l'enfer de Matignon, c'est-à-dire de mettre devant ses responsabilités politiques, du fait que Matignon concentre, on va dire, tous les rouages de l'État, mais surtout toute l'attention tout simplement médiatique et surtout politique. C'est les Français et leur mécontentement qui se polarisent sur le Premier ministre. Ouais. Et donc, bon, ça, c'est le critère traditionnel de la Ve République qui fait du Premier ministre un paratonnerre pour le président. Et donc, Macron, en janvier 2024, il nomme Attal, pas contrairement à ce que on dit la presse et même la communication d'Attal à l'époque, même si maintenant il est revenu dessus, parce que maintenant il a fait un livre pour dire « mais non, j'ai pas voulu être Premier ministre, parce que je savais que ça allait être difficile, je savais que ça allait être un piège », parce que globalement, c'est ce qu'il a raconté dans son livre. En fait, en janvier 2024, à la fois l'entourage de Gabriel Attal fait comme si c'était quelque chose de totalement volontaire d'arriver à Matignon, et de l'autre, les journalistes répercutaient, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec Sébastien Lecornu, le mode c'est le chouchou du président, c'est pour ça qu'il a été nommé. Ouais. Alors pourquoi il y avait ce discours-là ? Parce qu'il fallait absolument justifier de nommer finalement quelqu'un sans expérience, sans compétences, extrêmement jeune, finalement peu mature politiquement, de justifier cette nomination à la tête d'un des plus hauts postes de la Ve République, en l'occurrence le Premier ministre. Et c'est une manière de ne pas expliquer pourquoi Attal, tout d'un coup, est arrivé au plus haut niveau. Voilà. Et ça, j'expliquerai ça peut-être un peu à la suite. Et donc, juste pour terminer,
la carte Castex, que j'évoquais dans mon papier de l'année dernière et que j'ai réévoqué au fil des mois dans d'autres papiers sur ma newsletter, c'est une carte tout à fait sérieuse dans la poche d'Emmanuel Macron. Ouais. Je dévoilais que l'année dernière, entre 2024 et 2025, quand Castex était encore patron de la RATP, il avait rencontré près d'une douzaine de fois le président de la République à l'Élysée, en passant par ce qu'on appelle la grille du coq, c'est-à-dire par l'entrée du côté jardin, plus discrète, moins officielle, pour rencontrer le président de la République en face à face, en privé, dans un cadre privé. Bien évidemment que ce sujet-là est arrivé sur la table, c'est-à-dire le sujet de la présidentielle de 2027. Et après, Macron, il change parfois d'idée, mais c'est parce que en septembre dernier, quand il s'est agi de trouver un nouveau Premier ministre, après le départ de François Bayrou, il s'est dit pourquoi pas mettre Castex. Alors pourquoi Castex pourquoi pas mettre Castex à Matignon? Et pourquoi Castex revient sans arrêt comme une obsession chez Emmanuel Macron aujourd'hui? C'est pas parce que c'est la seule pièce qui lui reste aussi? C'est son seul pion. C'est son seul pion, c'est la personne. Et il le répète en privé, même devant Brigitte Macron, je vais revenir pourquoi, c'est la seule personne en qui il a confiance. Voilà. Jean est la seule personne en qui j'ai encore confiance. Donc dans une forme de crépuscule du pouvoir macroniste assez paranoïaque. Et donc effectivement, c'est la seule personne en qui il a confiance, c'est la seule personne qui ne lui a pas fait de l'ombre quand elle était à Matignon, qui n'exprime pas personnellement ou auprès de ses troupes des ambitions personnelles pour la suite, et donc qui ne lui tire pas non plus de boulet qui ne lui tire pas dans les pattes comme Édouard Philippe, le camp d'Édouard Philippe, ou comme Gabriel Attal. Et donc on est dans ce fantasme-là de continuer à préserver le contrôle, quoi. En gros, Emmanuel Macron, il veut conserver son contrôle jusqu'au bout. On le voit bien dans les nominations qu'il peut faire un peu partout, à la tête de la Cour des comptes, du côté des ambassadeurs. Là, en ce moment, il y a du grabuge. Il veut continuer à préserver son pouvoir jusqu'au bout et continuer à préserver ce contrôle-là. Jean Castex, donc c'est l'hypothèse maintenant la plus crédible. Et en plus, là, vu le papier du Figaro que tu as partagé sur Twitter, manifestement, dans sa tête à lui, ça a l'air de se préciser un petit peu. Mais du point de vue d'Emmanuel Macron, quel rôle il peut vraiment jouer, Jean Castex? Parce que je pense que aucun bookmaker politique, si je peux me permettre l'expression, ne va mettre une pièce sur Jean Castex. Ou alors, peut-être, pour Macron, c'est juste une peau de banane envoyée à Gabriel Attal et Édouard Philippe pour leur retirer 2-3% au premier tour. Il y a plus d'éléments. Un, pourquoi Castex? Alors Castex, il y a déjà... Là, ça y est, la machine à ambiançage a commencé. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de revenir sur le sujet, parce que pour les téléspectateurs, pour qu'ils comprennent pourquoi on parle de Castex et de Macron en 2027, c'est que aujourd'hui, ça commence à bruisser dans les gazettes politiques, dans les articles de journalistes politiques. Il y a Nathalie Saint-Cric sur RTL qui a dit qu'elle, justement, elle fichait son billet et qu'elle pariait sur Castex pour un retour de Castex au mois de novembre. Elle a dit ça en interview sur RTL il y a à peu près 15 jours. Donc il y a une petite musique qui commence à monter, qui est poussée par une partie de l'entourage du président de la République, manifestement. Je sais, par ailleurs, qu'il y a eu des réunions et des conciliabules autour de Jean Castex, qui est maintenant patron de la SNCF. Est-ce que lui en aura envie au final ? C'est pas forcément sûr non plus, parce que dans le scénario que j'évoquais de septembre dernier, où Macron, lui, a proposé le poste de Matignon, et c'est lui qui voulait nommer à la tête de Matignon en septembre, et pas Sébastien Lecornu, et je vais expliquer pourquoi juste après. Castex a dit non, je passe mon tour, j'ai pas envie d'aller à Matignon. Donc Castex, il est loyal, mais il est également, comme il n'est pas courtisan, et il n'est pas non plus faux cul manifestement, donc il a dit les choses au président de la République. Peut-être il sait aussi ce que ça risque d'être Premier ministre. Alors la petite musique, oui bien sûr. Alors la petite musique médiatique aujourd'hui autour de Castex, qui est pour l'instant très légère, mais c'est de dire c'est quelqu'un qui rassemble tout, c'est-à-dire il a subi une situation de crise au moment du Covid, il a été le Premier ministre et il connaît les rouages de l'État, il a son accent chantant et il connaît les territoires. Donc en gros, comme disent les journalistes politiques, il coche toutes les cases, donc c'est formidable. Mais pour revenir à ta terminologie, parce que là on est dans le discours méta du commentariat politique, mais pour revenir à ta terminologie, oui, Castex, c'est d'abord une arme
au château et du côté du président de la République pour foutre une grosse peau de banane à la candidature de Gabriel Attal ou celle d'Édouard Philippe, parce que s'il y a bien une chose par rapport justement à son envie de pouvoir sur le futur, à son rêve de retour en 2032 d'Emmanuel Macron, c'est bien d'empêcher, y compris ceux qui sont présentés comme en partie les héritiers du macronisme, d'un côté Édouard Philippe, même s'il n'a jamais fait partie du parti présidentiel, Édouard Philippe, au passage, mais que ce soit Édouard Philippe qui fut le premier Premier ministre de Macron ou Gabriel Attal, il ne souhaite pas que Gabriel Attal ni Édouard Philippe deviennent son successeur et potentiellement puissent accéder à son poste à l'Élysée. C'est une obsession chez lui. Ouais. Il l'avait déjà il y a très longtemps à l'égard d'Édouard Philippe dès le premier quinquennat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Édouard Philippe a quitté Matignon. C'est qu'à un moment donné, les relations étaient devenues telles entre son Premier ministre et le Président de la République que ça devenait une guerre de l'ombre insupportable pour tout le monde. Ouais. Et c'est devenu exactement la même chose concernant Gabriel Attal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a décidé la dissolution dans le dos de Gabriel Attal. Ouais. C'est aussi pour tuer Gabriel Attal, c'est-à-dire il l'a grillé en le nommant à Matignon, puis en plus ensuite il a mené les troupes d'Attal à la défaite. Je dis les troupes d'Attal parce que ce que ne supporte pas Emmanuel Macron concernant Gabriel Attal, c'est que maintenant Gabriel Attal, il a mis la main sur le Grisby de Renaissance, c'est-à-dire le pactole de tout l'argent public récupéré par Renaissance, et c'est des dizaines de millions d'euros quand même. Donc Gabriel Attal, quoi qu'il se passe, aura les moyens de candidater à l'élection présidentielle de 2027. Oui, parce qu'il a la machine pour lui. Parce qu'il a la machine pour lui. Il a une partie des troupes également. Il avait récupéré également le contrôle du groupe parlementaire au Parlement. Tout ça contre l'Élysée. Et par rapport à tout ce qu'on raconte, il y a également un élément que les gens sous-estiment, parce que ce n'est pas décrypté comme ça, généralement dans la presse politique ou même la presse people, parce que ça concerne, on va dire, la composition particulière du pouvoir sous la Macronie, et notamment à l'Élysée. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que jusqu'au printemps 2025, le pouvoir à l'Élysée, c'était un tripode, c'était un triangle entre, d'un côté, Emmanuel Macron, le secrétaire général tout-puissant Alexis Collère et Brigitte Macron. Brigitte Macron, qui, à l'époque, les journalistes politiques où les soutiens du président de la République disaient que Brigitte Macron, elle s'occupait que de ses domaines et ne s'occupait pas de politique. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Depuis 2015-2016, y compris quand elle était donc au cabinet, enfin auprès du ministre Emmanuel Macron, futur candidat à la présidentielle, elle visait tout. Elle était présente à toutes les réunions. Ça, je l'ai déjà maintes fois raconté dans mes livres, dans mes articles. Et, c'est un couple de pouvoir. Ils ont acquis le pouvoir à deux. Et ce qu'il faut comprendre... Et elle a ses réseaux en plus, qui ont profité à Emmanuel Macron. Elle a effectivement ses propres réseaux, y compris ses propres réseaux de l'ombre, sur lesquels j'ai mené des enquêtes, qui percutent l'affaire Benalla également. C'est pour ça d'ailleurs que Sébastien Lecornu, là aussi, qui a des réseaux proches, comme Gabriel Attal, ont été nommés Premier ministre. C'est des réseaux qui sont puissants, qui sont proches de Brigitte Macron. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis au moins la dissolution de 2024, à laquelle Brigitte Macron s'était opposée. Elle ne souhaitait pas la dissolution au juin 2024. Et elle ne souhaitait pas la dissolution de 2024 parce qu'elle savait très bien que son chouchou de l'époque, c'est-à-dire Gabriel Attal, se prendrait la porte dans la gueule. Et donc, voilà. Mais Brigitte Macron et Emmanuel Macron ne s'entendent plus politiquement. Alors, c'est les fameuses rumeurs parisiennes aujourd'hui sur la mésentente au sein du couple, mais tout est réduit ça monte de plus en à plus. Un cadrage, tout est réduit à un cadrage uniquement personnel, intime. C'est la fameuse gifle dans l'avion qui est devenue virale et internationale avec les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça derrière, il y a des intérêts internationaux qui poussent à déstabiliser le président de la République. Ça, c'est vrai. C'est pas du fantasme pour le coup, même si Emmanuel Macron a beaucoup usé l'idée de l'ingérence étrangère. Oui, l'ingérence russe, voilà, etc. Entre autres, l'ingérence russe. Mais il y a d'autres acteurs dans la place géopolitique qui ont envie de déstabiliser la France, y compris le président de la République. Les États-Unis, le Trump, maintenant.
les États-Unis de Trump, Benjamin Netanyahou en Israël. Voilà. Et donc, il y a énormément d'intérêts qui ont envie de fragiliser le président de la République française. Et là, je ne parle pas d'Emmanuel Macron, mais c'est Emmanuel Macron qui est à ce poste aujourd'hui. Et donc, on est dans ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un désaccord politique entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Ouais. Brigitte Macron déjà soutenait par le passé et a toujours soutenu par le passé Gabriel Attal. Et elle ne souhaite pas forcément particulièrement à pousser, entre guillemets, son mari à revenir en politique, et notamment pour la fameuse date de 2032. Et donc là, c'est là où on comprend mieux pourquoi la carte Castex ressort, parce qu'en fait, Castex, il n'est pas forcément totalement dans les réseaux de Brigitte Macron. Il faut comprendre également que donc, dans l'opposition qu'il y avait dans le passé à l'Élysée, donc entre Alexis Kohler et Brigitte Macron, le président Macron était un peu l'arbitre et juge de paix entre ces deux pouvoirs-là. Et donc, en gros, il donnait parfois raison à Alexis Kohler et parfois il donnait raison à Brigitte Macron. Dès lors que Alexis Kohler s'est barré, enfin en tout cas oui, c'est parti de l'Élysée l'année dernière, en fait ça a totalement déstabilisé la structure de pouvoir au sein de l'Élysée, et donc de plus en plus le rapport est devenu de plus en plus frontal, y compris politiquement, entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron. On en est là aujourd'hui, et d'ailleurs si je suis dans le commentaire de la vie mondaine et politique, en tout cas telle qu'elle est traduite aujourd'hui par la presse, y compris politique, et par les journalistes politiques. Le dernier livre fait par un journaliste de Paris Match tardif qui s'appelle, que j'ai lu vraiment très, très succinctement, mais ce dernier livre et toute l'opération de communication qu'il y a eu derrière, parce qu'il y a une vraie opération de communication derrière ce livre qui parle de la fameuse gifle, qui parle de qui ambitionne de parler de l'intimité du couple présidentiel, qui évoque la fameuse rumeur d'une liaison extra-conjugale du président de la République. Tout ça, c'est une autre forme d'ambiançage, mais ce qui est très caractéristique, c'est que les gens qui ont poussé ce livre médiatiquement, je pense notamment à l'interview d'RTL, Marc-Olivier Fogiel face donc à l'auteur, tous ces gens-là se retrouvent en réalité dans le réseau de Brigitte Macron. Donc on voit bien en fait derrière, en coulisses, que Macron est extrêmement seul à ce point-là. On sous-estime même encore aujourd'hui à quel point il est esselé. Il est extrêmement isolé. Il est extrêmement isolé dans la machine étatique parce que les administrations se préparent à son départ pour 2027. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'origine, l'idée de l'objectif 2032, il y avait une vraie envie, un vrai rêve et même un vrai plan secret, parce que c'est comme ça qu'on me l'avait décrit. Et d'ailleurs, il y avait un tel plan secret en 2022, quand j'avais moi-même évoqué l'idée d'un troisième mandat, je l'avais évoqué en parlant de 2032. D'ailleurs, ça s'est vérifié. Mais entre-temps, tu le rappelais au début, je reviens sur ce passage-là parce que c'est important, dès la fin de l'automne 2022, donc il y a maintenant 4 ans déjà, la petite musique est montée d'une fameuse idée d'un troisième mandat consécutif, c'est-à-dire... J'allais y venir justement, parce que ça c'est une question importante, parce qu'effectivement là, depuis un an, on va dire, il y a la musique 2032 qui monte, mais en fait, ça fait, si on remonte vraiment à plus loin, ça fait effectivement 2 voire 3 ans qu'en tout cas les offs commencent à sortir sur une idée sur 2027. Donc c'est pour ça que je parle, j'ironise sur il va faire une Poutine-Medvedev. Il y avait le tweet de Georges Malbruno qui avait aussi que tu évoques d'ailleurs dans ton papier. Et le tweet de Georges sur cette troisième candidature. Puis il y avait aussi, je crois, des offs si je me rappelle bien, des offs de Richard Ferrand. D'ailleurs c'est marrant, et maintenant il est au Conseil constitutionnel. En gros, la temporalité, elle a été la suivante. Moi, à l'époque, j'ai sorti mon papier sur Objectif 2032 début octobre 2022. Je disais déjà dans le papier que c'était aussi une stratégie vis-à-vis de ces troupes pour pas se faire oublier, pour continuer à préserver un semblant de pouvoir. Et donc, je prenais aussi distance sur ce que ça voulait dire réellement pour lui en termes de pouvoir réel. Ça se vérifie. Il place ses pions un peu partout dans les grandes institutions françaises. Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, Richard Ferrand, on vient de le dire. Mais je disais que c'était aussi une manière de faire de la communication interne. L'idée d'un troisième mandat, mais là je parle de 2032, c'était aussi une idée de dire ne m'oubliez pas, je suis encore là, vous n'allez pas m'enterrer en gros. Et ça, c'était quasiment de la communication interne auprès de ses propres troupes.
Okay, et donc, parce qu'il sait très bien que dans le cadre de la Ve République, un président, en l'occurrence maintenant avec les règles constitutionnelles, qui termine son dernier mandat, en gros, c'est on lèche, on lâche, on lynche. Ça, c'est la grande règle du journalisme à la française, les 3 L, mais cette règle des 3 L, elle est également liée à la politique française. Et donc, il sait très bien que dans ses propres troupes, c'est on lèche, on lâche, on lâche, et on lynche. Et c'est de toute façon exactement ce qui s'est passé. Bah, c'est ce qui se passe avec Philippe Attal. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, en octobre 2022, je fais mon papier, et 2 mois après, il y a Georges Malbruno qui sort effectivement un tweet qui va mettre le feu aux poudres, parce que lui parle d'un 3e mandat consécutif, c'est-à-dire dès 2027. Donc qui impliquerait une réforme constitutionnelle. Et qui sous-entend déjà qu'en gros, il va passer, entre guillemets, en force, en tout cas, par une réforme constitutionnelle lui permettant de candidater. Et en plus, Georges Malbruno, il source son tweet, et il le fait exprès, il le source son tweet, parce qu'il dit un service de renseignement estime que et analyse que. Donc en gros, Georges Malbruno a eu un ambiançage de la DGSE, c'est clair. En tout cas, quand je dis c'est clair, c'est que je le sais, mais c'est même pas je sais que c'est la DGSE qui a parlé. Enfin, si, je sais que c'est la DGSE qui a parlé. Et donc, je sais qu'à l'époque, c'est des gens au sein de l'État même qui savent très bien que Emmanuel Macron n'a pas envie de lâcher les manettes et qui font sortir ce bruit-là. Puis ensuite, 6 mois plus tard, en juin 2023 déjà, je crois, dans mon souvenir, c'est Richard Ferrand qui effectivement lâche un off, enfin pas un off, qui dit que c'est bien malheureux que le président de la République ne peut pas candidater une 3e fois. Il dit ça dans une interview. Ouais. Ensuite, quand il passera devant l'Assemblée nationale et nos représentants, au moment de sa nomination au Conseil constitutionnel, il niera avoir dit ces choses-là et qu'on l'a mal compris. Bien évidemment, on a mal compris. Et entre-temps, il y a Emmanuel Macron lui-même qui a lâché quelques petites phrases sur le fait qu'il rappelait que constitutionnellement, il ne pouvait pas candidater une 3e fois consécutivement. Ouais. Alors, je ne sais pas si le projet d'une 3e fois consécutive était véritablement sérieux ou si c'était aussi une manière d'ambiancer pour brouiller les pistes. Reste, pour revenir sur mon point important, c'est-à-dire il fera tout pour faire perdre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Et il fera tout aussi pour venir en 2032. On imagine mal... Potentiellement, quel que soit ce qui va se passer en 2027, parce que donc Castex a quand même peu de chance en l'état, sur le papier, de réussir. Là, c'est pour ça que je dis l'exploit. Je vois aucun bookmaker, aucun sondeur politique mettre une pièce sur Castex. C'est pour ça que je parle de stratégie du chaos. C'est-à-dire que s'il lance Castex, c'est d'abord à l'encontre de ses propres troupes, d'abord à l'encontre de Gabriel Attal et de Philippe, et puis peu importe, après la stratégie du chaos, peu importe qui sort du chapeau, en tout cas, il veut bordéliser la situation. Ça, c'est clair. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est même des anciens soutiens d'Emmanuel Macron qui me l'ont répété ces dernières années pour décrypter quelle était la mécanique politique d'Emmanuel Macron. Il adore bordéliser, mais un peu comme parfois Mitterrand faisait avec le Front National. Ça a été raconté largement pour coincer la droite. Et en fait, Macron, il faut savoir qu'avant son accès au pouvoir en 2017 et pendant son accès au pouvoir en 2017, il a été très proche de Michel Charasse, l'un de ceux qui a contribué au mitterrandisme et à la politique de l'ombre du mitterrandisme. Michel Charasse, qui était copain avec Charles Pasqua, et donc qui connaissait un peu tous les trucs et l'astuce de comment on fabrique un président et comment on maintient au pouvoir un président. Ça, et comment on tue la concurrence. Et comment Parce que Mitterrand savait très bien faire ça aussi. Concurrence. Mais l'exemple, en a fait les frais. Mais l'exemple qu'il ne faut pas oublier et qui est important de l'ambition du président de la République, toujours vivace par rapport à la politique, même s'il y a quelques semaines, il a dit pour moi c'est terminé la politique, parce qu'il l'a glissé. Ça, c'est un autre point sur lequel j'allais venir. Mais comment on peut interpréter ça ? Macron qui dit j'arrête la politique. Il brouille les pistes. Mais en réalité, on ne l'a pas poussé à débarquer à la mutualité lors du meeting de Gabriel Attal en juillet dernier, c'est-à-dire en juillet 2025.
là, c'est pareil. Comme l'actualité politique, les réseaux sociaux fait que tout le monde oublie tout ce qui a pu se passer ces derniers mois. Ouais. En juillet 2025, quand il y a le grand meeting de Gabriel Attal, Renaissance, où il veut consacrer sa position d'héritier légitime, tout en disant « je suis la rupture », enfin tout son laïus de com. Son tintouin, ouais. Voilà, tout un tintouin, comme tu dis. Eh bien, ça s'est passé à la Mutualité. Qu'est-ce qui se passe à la Mutualité en juillet 2025 ? Et donc ça, j'en fais état dans un deuxième papier que j'ai fait qui s'appelle « Le double divorce », en parlant justement du divorce Attal-Macron et du divorce Brigitte Macron-Emmanuel Macron, divorce politique, j'entends. Je ne parie pas sur un éventuel divorce personnel, mais contrairement à beaucoup de confrères. Et donc en juillet 2025, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Emmanuel Macron qui débarque en plein meeting de la Mutualité, par surprise, pour couper l'herbe sous le pied à son ancien Premier ministre. Et là, il improvise, soi-disant improvisé, mais un discours, un speech, pour parler comme lui, devant la foule macroniste réunie à la Mutualité. Et il dit « Je compte sur vous ». Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou c'était dans 2 ans, 5 ans et 10 ans, exactement. Donc, je m'en souviens très bien. Il prend le rendez-vous officiel. Il sort du bois. C'est-à-dire, en gros, il dit « Oui, en gros, je compte revenir. Je serai toujours là. Je serai toujours là et je compte rester en politique jusqu'en 2032. » C'est la petite musique qu'il met en forme. Mais il l'a mise en scène même en direct, parce que l'année dernière, d'ailleurs, c'est quasiment tout pile un an, c'était le 13 mai 2025. Sur le plateau de Gilles Boulot, là où il a fait son espèce de grand oral très mise en scène avec Thibaut Inchep et toute la clique qui sont venus lui poser des petites questions. Bref, c'était à ce moment-là, à la fin de l'émission, qu'il dit je serai le premier président de l'histoire qui ne peut pas se représenter. Et il le regrette. Et il le regrette. Et il le regrette. On sent là aussi, il contribue à installer une musique, mais là, cette fois, vraiment aux oreilles du plus grand nombre. Et il aimerait bien un troisième mandat consécutif. Donc là, je reparle de 2027. Et donc là, il instaure une petite musique. Et dans le même temps, là, quand je vous parlais du confrère, le journaliste de Paris Match, qui a fait son bouquin très people en apparence, mais il faut écouter l'interview qu'il donne à Marc-Olivier Fogiel. Toutes les questions concernent en fait la politique. Il confirme, chose qui avait été faite parfois, mais il confirme que Brigitte Macron, depuis le départ, a un rôle politique à l'Élysée. Moi, ça fait 10 ans que je le dis, mais c'est pas grave. Donc, ça fait partie de son storytelling de commentariat politique. Ouais. Il dit que Brigitte Macron a bien un poids politique à l'Élysée, et il dit une deuxième chose. Il dit que Brigitte Macron n'a pas envie d'un troisième mandat. Il le dit dans l'interview, alors il ne le dit pas forcément avec ces mots-là, mais il dit qu'en gros, Brigitte Macron, elle est essorée de 2 quinquennats, qu'elle ne souhaitait déjà, ça c'est l'élément de langage, qu'elle ne souhaitait déjà pas un deuxième mandat. Donc en gros, l'air de dire, l'autre qui parle d'un troisième mandat, c'est pas pour moi. Donc tout ça, on voit bien qu'il y a des tectoniques de plaques qui se mettent en place là, dans ce qui reste de la Macronie finissante. Et après, un point aussi important pour que les gens comprennent, les enjeux, c'est que bien sûr, là, on fait de la macronologie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Emmanuel Macron, comme je l'ai dit, c'est le bordélisateur en chef. La formule n'est pas de moi, mais d'un ancien soutien d'Emmanuel Macron qui était au QG de campagne en 2017. C'est Jean-Bernard Gaillot-Renucci, qui est un conseiller politique, qui a travaillé pour centre-droit et centre-gauche. Et Jean-Bernard Gaillot-Renucci m'avait dit, donc très tôt, Macron, c'est le bordélisateur en chef. Et lui, il faisait l'analyse depuis longtemps, mais je l'avais relayé, mais pas que lui, parce que de toute façon, j'avais également d'autres contacts, d'autres sources qui m'amenaient à dire ça, qu'Emmanuel Macron allait utiliser toutes les cartes à sa disposition. Mais toutes ces cartes à disposition, donc pourquoi pas amener le RN au pouvoir. Donc ça, c'était pendant la dissolution de 2024. Moi, je pense que la situation a un peu évolué, mais pour plein de raisons, et notamment, on a parlé du contexte international que j'évoquais tout à l'heure. Mais on n'est pas à l'abri pour 2027 sur le fait que Emmanuel Macron, quel que soit le candidat qui arrivera à la tête de l'État en 2027, que Emmanuel Macron ne parie pas sur un bordel à venir pour empêcher un éventuel candidat qui aurait donc eu la confiance des Français, pour empêcher un éventuel candidat. Et c'est d'ailleurs pour cela
que ces nominations stratégiques qu'il multiplie, où il multiplie donc des nominations stratégiques de très proches. Je parlais tout à l'heure, quand il parle, il place ses proches dans les... Il place ses proches dans des postes clés, Cour des comptes, Amélie Montchalin, Richard Ferrand, et puis il y en a tout un tas, on a parlé aussi de Marc Guillaume. Dans les préfectures aussi. Voilà, et donc il place des hommes vraiment extrêmement loyaux à son égard, à tout niveau au sein de l'État. Et ce n'est pas uniquement pour préserver son contrôle et son pouvoir jusqu'à 2027. Clairement, je pense qu'il le fait pour préparer son retour en 2032. Potentiellement, et en tout cas parce qu'il veut continuer à peser dans la vie politique française dans les prochaines années. Parce qu'en plus, s'il revient en 2032, admettons, faisons un peu de politique fiction, s'il revient en 2032, il pourra être élu 2 fois, en plus. Donc il pourrait à nouveau faire 2 mandats successifs consécutifs. Je l'espère pas. Hein, non, je l'espère pas non plus. C'est pas mon rôle. Mais il pourrait le faire. Donc quelque part, ce qu'il fait, en tout cas, on peut l'analyser comme il prépare son retour en 2032 en verrouillant le pouvoir, en installant ses proches dans les postes clés pour. La petite musique des journalistes politiques sur l'aspect lynchage lynchage mesuré, mais en tout cas on voit très bien que toute la planète médiatique a en partie lâché le président de la République ces derniers mois. Ces derniers mois, ça remonte même il y a à peu près 2 ans. Le coup de Trafalgar, ça a été la dissolution de 2024, mais en fait c'est déjà antérieurement que des commentateurs, des relais d'opinion pariaient davantage sur Gabriel Attal ou sur Édouard Philippe. Tout ça, chacun fourbissait, on va dire, en coulisses ses armes, les sondeurs, les équipes, tout le monde dans ce petit microcosme politique finalement bien éloigné de la vie des Français, mais qui a des conséquences sur la vie des Français malheureusement. Tout ce microcosme politique pensait déjà à l'après, donc déjà à 2027. Et donc dans ce jeu-là, très balsacien on va dire, mais où tous les couteaux sont sortis, ou en tout cas sont foutus sous la table, ils sont en train d'être sortis. Eh bien, dans cette ambiance, comme je disais, assez crépusculaire, j'ai oublié l'idée que je voulais... mais dans cette ambiance-là, tous les coups restent permis. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un élément important. Il y avait toute une petite musique qui montait sur « de toute façon, Macron, c'est fini, c'est terminé, il n'a plus la main ». Et c'est en partie vrai. Sauf que ce qui fait monter ça, par exemple, les proches de François Hollande. On sait très bien que François Hollande veut candidater à l'élection présidentielle de 2027. Les partis politiques traditionnels de l'ARC, donc LR, avec l'offensive Retailleau, jusqu'au PS, c'est-à-dire rétablir une binarisation traditionnelle de la vie politique entre ce qu'étaient les deux grands partis traditionnels de la Ve République, effectivement, d'un côté LR, du côté du Parti socialiste. Et donc ça porte tout un discours qui veut accélérer, on va dire. Ils veulent faire du macronisme seulement une parenthèse. Et moi, je ne sais pas si c'est seulement une parenthèse d'un point de vue de structuration de la vie politique française, si c'est comme beaucoup de commentateurs ont dit, simplement un accident. Parce que derrière ce discours-là de l'accident, c'est une manière de sous-estimer les postures stratégiques qu'il y a du côté quand même d'Emmanuel Macron. Il ne fait pas tout par opportunisme ou par coup de poker. Il fait, même s'il dit souvent il faut savoir prendre son risque, ça c'est son grand truc de banquier d'affaires, mais il y a aussi de la stratégie. Alors il ne faut pas aller jusqu'à dire il est machiavélique, il tient tout, parce qu'en fait il ne tient pas grand-chose, et ça part de plus en plus on va dire, en branle, on va dire, de tous les côtés. Non, mais en tout cas il fait ce qu'il peut et il met les choses, il se donne les moyens de consolider son pouvoir. Tout à fait. Et il y a quand même de la stratégie politique derrière qui est loin d'être terminée, en tout cas dans sa tête. Alors bien évidemment, les choses seront totalement différentes dès lors qu'il perdra le pouvoir, effectivement, institutionnellement, en 2027. Mais il fait tout pour se préserver des alliés, ça je parlais des nominations, dans les années à venir. Et il ne faut pas totalement le sous-estimer, comme en faisant une parenthèse du passé et en disant, bon... Parce que c'est aussi... on l'avait déjà sous-estimé en 2016. C'est ce que je dis. Oui, en 2016. Donc on 2017. On voit ce que ça a donné derrière, deux quinquennats atroces. Donc, Mais de nouveau en 2022, je l'ai répété sans cesse dans des interviews, les oppositions politiques de droite, de gauche, d'extrême droite, ont sous-estimé constamment Emmanuel Macron.
Voilà. Mais ils n'ont pas sous-estimé l'homme, parce qu'ils ont souvent surestimé l'homme dans ses qualités, dans sa maestria. Mais ils ont sous-estimé sa capacité politique, son capital politique. Ils ont sous-estimé sa capacité politique, que ça soit la politique des conciliabules, ce que je disais, la politique de l'ombre, ou que ça soit, par exemple, sa capacité à faire de la politique traditionnelle, y compris dans les territoires. Alors, rien n'est plus faux de dire qu'Emmanuel Macron ne s'intéresse pas aux circonscriptions, par exemple. C'est totalement faux. Ouais. Emmanuel Macron, comme président de la République, il s'est intéressé à l'ensemble des investitures des différentes législatives qu'il y a pu y avoir sous son règne. Il connaît par cœur la carte électorale. Il s'intéresse au territoire. D'ailleurs, il multiplie les déplacements, même si c'est pour parfois recevoir des colibés ou pour être protégé par énormément de policiers. Mais ce que je veux dire, c'est que non, en faire quelque chose d'extérieur au système politique, c'est pas comprendre ce qui a amené Emmanuel Macron au pouvoir dès 2017. Avant de terminer cet entretien, Marc, parce que tout ça, en fait, c'est le fruit aussi de ton très long travail sur la Macronie, sur les Heureusement, je fais pas que ça. Non, mais c'est quand même un long travail. Tu es intervenu plusieurs fois. On te connaissait journaliste chez Marianne. Tu es intervenu plusieurs fois pour parler des dessous de la Macronie aux médias. Là, aujourd'hui, tu es en solo, tu as ta newsletter, The Big Picture, sur Substack. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça ? En gros, c'est simple. De ton travail. Alors, j'ai pas bossé que pour Marianne, mais ces dernières années, j'ai bossé pour plein de journaux, je le rappelle. Et j'ai, entre autres, en tout cas depuis mon livre de 2019, qui s'appelait Le Grand Manipulateur, mais où en fait je parlais de Benalla, je parlais de canaux de la France-Afrique, de l'entourage de Benalla problématique, justement en termes d'ingérence étrangère. Ce travail-là ne m'a pas attiré que des bonnes choses, c'est clair. Pas uniquement dans l'entourage du président de la République, même si c'est aussi l'entourage du président de la République. Le président, il aime les journalistes inféodés, Macron. À ma connaissance, n'a pas non plus totalement exprimé une hostilité, mais en tout cas a laissé faire certaines hostilités, on va dire, dans ce que j'en sais. Et de toute manière, très concrètement, il s'est passé deux choses. La Tribune, pour laquelle je collaborais, a changé de propriétaire, et tout d'un coup, c'est la famille Saadé qui a récupéré la Tribune. Et donc, au moment de la création de la Tribune dimanche, c'est-à-dire au moment où il y avait du capital investi dans la Tribune, on m'a fait comprendre que je n'étais plus le bienvenu, alors que ça faisait 5 ans que je collaborais pour le titre et que je sortais énormément d'informations pour le titre, notamment politique, et souvent en avance et avant tout le monde, mais on m'a fait comprendre en gros que je n'étais plus le bienvenu. Et puis finalement, je suis revenu à Marianne, parce que j'avais déjà claqué la porte de Marianne en 2018, suite à l'arrivée d'un autre oligarque, décidément je les cumule, Daniel Kretinsky, lui aussi proche d'Emmanuel Macron et de l'entourage de la Macronie, comme je le révélais dans mon livre de 2019. Tout à fait. Et donc Polony, que je connaissais pas, avec qui j'avais pas travaillé, enfin que je connaissais un petit peu, mais avec qui j'avais pas du tout travaillé, et puis on a des divergences, on va dire, éditoriales, mais Polony apprécie mon travail d'enquête, et donc m'a convaincu de revenir à Marianne, parce qu'elle constituait une cellule enquête assez offensive. Et puis finalement, au bout d'un an, son actionnaire lui a dit tu ne seras plus directrice de rédaction. Et puis surtout, il y a eu 2 arbitrages faits par les actionnaires. Un, la suppression du service enquête, donc en gros moi, et puis certains collègues, et la déstructuration du service international du journal, qui avait été très transformé sous le règne de Natacha Polony. Donc il y a plus d'un tiers de la rédaction qui a pris sa clause de conscience, comme on dit, et qui a souhaité donc partir du journal et de la rédaction. C'était l'année dernière. Et donc depuis, en gros, donc la plateforme Substack, donc une plateforme de newsletter. Bon, c'est une plateforme américaine, je suis désolé, mais en tout cas, ça fonctionne, c'est pratique. Il y a une petite commission de la plateforme, mais le reste me permet de proposer des articles soit gratuits, parfois payants, permet à ce que des gens puissent s'abonner même en don vis-à-vis de mon travail, parce qu'en gros, c'est mon dernier espace en dehors de mes livres. Et les livres, vu le système de l'édition aujourd'hui, là aussi extrêmement avec contraint. L'offensive de Bolloré. Et l'offensive de Bolloré, l'offensive d'Editis, l'hyperconcentration dans le domaine de l'édition, la difficulté des libraires, on le voit ces derniers jours, c'est aussi des espaces qui se referment petit à petit, qui se restreignent petit à petit. Donc effectivement, depuis un an, je me suis lancé sur la newsletter, même si je suis en
train de boucler un gros livre pour les éditions du Seuil à la rentrée. Justement, je voulais... C'est la bonne transition. Et donc, là, si tu veux vous en parler. voulez soutenir mon travail, bon, bah voilà, intéressez-vous à ma newsletter. C'est marcandevelde, tout attaché, .substack.com. Je parle de différents sujets, pas uniquement de la Macronie, même si j'ai parlé également de la Macronie. Je parle de sujets économiques, stratégiques. J'ai sorti un papier en janvier qui a été assez peu repris, mais qui était en fait le rapport. J'ai sorti le rapport de police sur la disparition du coffre de Benalla, qui a donné lieu à la fin de l'enquête, parce que donc la juge d'instruction a estimé qu'il y avait un non-lieu à donner sur ça, et donc on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Sauf que dans le rapport de police, il y a énormément de choses intéressantes pour savoir qui a récupéré finalement le coffre. Et donc ça, j'ai écrit ça au mois de janvier dernier. Des choses très précises que d'autres médias, d'ailleurs, ne répercutent pas, y compris des médias dits d'enquête. Et donc voilà, ça c'est mon travail. Et donc le livre que je suis en train de faire, c'est un livre assez imposant, dont l'idée ne m'est pas venue tout seul, parce que c'est l'ancien PDG du Seuil, Hugues Jalon, qui m'avait donné cette idée-là. T'as mis la puce à l'oreille. C'était l'idée de constater qu'il n'y avait plus de journalisme économique, d'enquête extrêmement prolixe dans les médias français. Et donc il m'a proposé de faire une sorte de décryptage et de coulisses de ce qu'on appelle la place économique et financière de Paris. Donc je parle des grandes familles, je parle des Arnaud, bien évidemment, de Bolloré, de Saadé, de Kretinsky, enfin en gros de toute la place. Et je parle également de la finance. C'est quoi la finance française? Je reviens sur la French Tech. Je raconte les coulisses de l'évolution du monde des affaires à Paris, des acteurs. Et ça sortira en septembre. Voilà, mais je n'ai pas fini d'écrire, je suis en train de l'écrire. Ok, ça marche. Merci Marc Andevelde d'être venu répondre à nos questions sur les dessous de la Macronie, dont je viens de dire. On parle souvent, et n'hésitez pas, si vous le pouvez, à vous abonner à sa newsletter The Big Picture sur Substack et à aller lire surtout son article Quand Macron rêve encore de 2032. Merci encore Marc. C'est un article gratuit en plus. Ah voilà, parfait. Donc allez-y, vous en saurez un petit peu plus, vous pourrez approfondir un petit peu tout ce qu'on vient de raconter aujourd'hui. Et quant à nous, vous l'aurez compris, cet entretien d'actu est terminé. Avant de rendre l'antenne, on a quand même quelque chose de très important à vous dire, parce que l'avenir du média est en jeu. Nous avons besoin, je vous le disais en début d'émission, de 10 000 donateurs mensuels avant le 31 juillet. Sachez aussi que les dons mensuels, au même titre que les dons classiques, sont défiscalisables. Permettez au premier média télé indé de France d'exister. Rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Merci encore pour votre attention et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très vite.